Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Marine Delaroche-Saint-André, qui est directrice artistique et motion designer. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite dès à présent à aller voir soit son Behance ou son Instagram. Cette émission concernera donc le design éthique. On a tenté d'y donner une définition, en tout cas pour la partie motion, et de comment avoir de plus en plus de projets à impact positif. Bref, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez suivre l'actualité de Motion Meet, vous pouvez vous abonner au compte Instagram directement. Et sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Salut Marie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Comment tu vas ? Salut Paul, ça va très bien. Et toi ? Ah ouais, ça va. Nous, on se connaît un tout petit peu. On s'est déjà rencontrés à Motion. Et puis surtout, tu as déjà fait un Motion Meet récemment. On a parlé de création. C'était s'évader pour mieux créer. Exactement. Mais pour ceux qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais actuellement, etc. Yes, carrément. Du coup, moi, je m'appelle Marine, aka Martine, sur les réseaux et surtout un peu en nom plus de design, d'illustration, etc. Et donc, moi, je suis motion designer, mais je suis aussi designer graphique et illustratrice 3D. C'est un peu la spécialisation que je fais parce que c'est ce que je préfère et avec un petit peu d'anime 3D. Et ouais, tu utilises spline.io, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu de la chance. C'était l'été dernier. En fait, les gens qui ont fait l'outil Spline sont venus vers moi pour me demander si on pouvait faire une petite collab pour un projet en interne. Et du coup, j'ai testé l'outil directement. Donc, c'était vraiment un projet pro, on va dire, un projet freelance en même temps. Et c'était trop chouette. En fait, c'est un outil qui est hyper intéressant. Même le fait de se dire que aujourd'hui, on a Cinema 4D, on a Blender, on a plein d'outils qui sont des softs. Et là, il y a des softs comme ça qui sortent, mais intégrés au web. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté un peu nomade qui est assez intéressant. Tu utilises directement sur un navigateur, sur Mozilla, sur Google Chrome. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il y aura sûrement un live Motion Café bientôt dédié à spline.io. Ah, trop bien. Donc voilà. Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler de design éthique. On va essayer de l'intégrer aussi dans le motion design, comment ça se passe dedans. Mais comme c'est un projet, c'est un thème assez lourd, on va directement passer au double expresso. Yes. Le double expresso, qu'est-ce que c'est ? Je vais te donner 2 réponses. Donc, tu auras 2 choix entre les deux. Et tu dois choisir soit l'une, soit l'autre. Ok ? Ok, ça roule. Allez, c'est parti. T'es plutôt thé ou café ? Café. T'es plutôt film ou série ? Les deux. Mac ou PC ? PC. En solo ou en équipe ? En équipe. Penser ou agir ? Penser. 3D ou 2D ? 3D. Avec ou sans ref ? Avec. Couleur ou noir et blanc ? Couleur. Motion ou design ? Design. Dynamique ou enivrant ? Enivrant. Texture ou flat ? Texture. Avec ou sans plugin ? Sans. Et projet perso ou projet pro ? Projet perso. Et enfin, projet pour la fame ou projet éthique ? Projet éthique. Projet éthique. Et ouais, du coup, c'est le sujet. Toi, d'ailleurs, tu me parlais aussi la dernière fois que tu avais fait un mémoire, du coup, directement sur le projet éthique. Exactement. Donc, c'est ça qui est trop bien. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que ça représente pour toi et peut-être un peu nous donner ta définition de ce sujet-là ? Carrément. En fait, pour l'histoire, c'est que j'ai fait un mémoire sur le design éthique dans le motion design. Et donc, c'est là où c'est assez intéressant parce qu'il y a une vraie réflexion à avoir. En fait, c'est avant tout un sujet de fond et de réflexion avant d'être un sujet de forme, de visualisation, d'animation. Et du coup, on se questionne, on reste pas sur ce qu'on nous apprend ou ce qui se passe ou ce qui se fait en soi. C'est beaucoup ça, vous allez peut-être pas mal l'entendre de ma part, le fait de se questionner. C'est hyper important. Donc, pour la définition, en fait, il n'existe pas qui soit encore fixée, définitive. C'est un peu chacun à sa définition. Pour moi, du coup, on peut déterminer le design éthique comme humain, comme responsable, conscient, mais aussi engagé. Et il y a une sorte de contribution envers l'humanité et la société qui est super importante. Et il faut avoir vraiment conscience de l'impact qu'on va créer
au sein d'un projet, au sein d'une réflexion. Et pour moi, le design éthique, il se veut aussi en fonction des fondements du design. À la base, c'est un service qui est centré sur l'humain. Oui. Et il ne faut pas l'oublier là-dessus. Je vais aussi vous donner une petite définition de usabilis sur le design éthique. Donc, c'est pas pareil, c'est pas la définition définitive. Eux, ils disent du coup que le design éthique est une réflexion sur la responsabilité du designer envers l'humain et envers la société moderne. Et donc, historiquement, le designer, il est artiste et artisan, parce qu'en fait, on fabrique des images, on fabrique des films pour la partie motion designer, mais que le designer, c'est aujourd'hui, il est au cœur des innovations technologiques, et que cette place, elle doit l'obliger à réfléchir à l'impact du design. Et toute cette histoire, du coup, elle a commencé aux États-Unis. Il y a un mouvement qui a commencé pour réclamer un design éthique, notamment avec tout ce qui est les géants du numérique. Donc, ça a commencé avec des anciens de Google qui voulaient un numérique durable. Et tout ça, en fait, ils se sont soulevés face à des pratiques de capitologie, de design persuasif, et de leur part, en fait. Donc, le design éthique, il renvoie à l'application d'une éthique dans le design en entreprise, et que, en fait, entre pensée et action, la définition du design éthique s'écrit encore. Donc ça, c'est leur définition à eux. Et pour moi aussi, on peut pas définir un design éthique si on n'a pas défini un design. Et c'est un processus qui est intellectuel, qui est créatif, mais qui est aussi pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, et qui sont forcément liées aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et puis sociétaux. Donc voilà, c'est la partie définition un petit peu lourde, mais qui est hyper importante, et il faut bien le décortiquer pour comprendre qu'on est dans des parties de réflexion et qu'on a en fait, il y a un impact de notre part qui peut être extrêmement fort positivement ou négativement. C'est ça. Donc il faut en avoir conscience. C'est ça, oui, c'est ça. En fait, le design éthique, on doit se dire que à chaque fois qu'on produit quelque chose, ça doit être un impact positif, quoi. C'est ça. Très bien en termes d'information, que d'image, que le message que la vidéo, l'illustration, etc. va envoyer, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est là où en fait, il y a un vrai questionnement du designer sur l'utilité dans la société, et aussi sur le bon design. Pour la partie utilité, moi, j'ai récemment eu un exemple assez fort. C'est une personne très proche de moi qui a eu un infarctus. Et là, en fait, on se dit, mais du coup, en tant que designer, et je passe quand même 80 000 heures de ma vie au taf, ce qui est quand même beaucoup, en fait, je sers à quoi face à ça, face à la maladie, face à la santé, face à la mort, enfin tout ça. Et du coup, on se dit, comment est-ce qu'on peut se sentir utile, et quel est notre... En fait, là, on se sent hyper impuissant, et c'est là où tu réfléchis, tu te dis, bah ouais, mais pour le coup, cette personne a eu un infarctus sévère silencieux, donc elle est toujours en vie, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, parce qu'on va... En fait, la plupart des personnes qui ont des infarctus sont plutôt soit en surpoids, soit avec du cholestérol, ou en gros, ça, c'est un peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur les infarctus. Pareil, il y a eu des campagnes de vidéos qui sont passées sur les AVC, notamment chez les femmes, où les AVC, en fait, ça se déclare pas du tout de la même manière que chez les hommes, où c'est en fait une grosse pointe ou une explosion dans le crâne très, très forte. Mais en fait, les hommes le sentent tout de suite, alors que les femmes, ça se passe pas de la même manière. En fait, ça peut traîner. Et pour ça, c'est là où tu dis, bah, en fait, une vidéo de sensibilisation, ce serait clairement hyper important d'avoir une sorte de prévention des signes de différents types d'infarctus, etc. Et donc, c'est là où on a besoin d'informations, parce que là, c'est des choses vitales, en fait. Et aussi, il y a toute une partie où il faut qu'on prenne conscience tous du fait de prendre soin de son corps, de sa santé physique, mais aussi mentale. Et en fait, plus ça va, plus dans la société, ça commence à être un peu complexe. Il y a de plus en plus de problèmes sur la santé mentale.
et qui peut être de l'ordre de la charge mentale trop excessive, etc. Et même qui mène à la dépression derrière. Et honnêtement, moi, j'ai toujours eu des questionnements sur ce sujet, en fait. À quoi est-ce qu'on sert en tant que designer, en tant que motion designer? Quel est notre rôle? Quel est notre impact dans la société, du coup, d'hier, d'aujourd'hui et de demain? Parce qu'en fait, elles sont toutes les trois liées. Et comment est-ce qu'on fait bouger les choses? Comment d'autres designers ont fait bouger les choses aussi? Et ça, c'est trop, trop important. Ouais. Et il y a une autre partie aussi qui est intéressante sur ce rôle, c'est que, en fait, comme les médecins, les notaires, tout plein de professions, on a une déontologie à avoir, en fait. Et ça lie les choses avec l'impact. Et la déontologie, c'est aussi un ensemble de règles, de devoirs qui peuvent régir une profession et avoir un code de bonne conduite, on va dire, autant envers les clients qu'envers le public. Et en fait, pendant mon mémoire, j'avais bien travaillé toute cette partie-là aussi, et j'ai découvert l'existence d'un code de déontologie du design professionnel qui a été publié du coup le 7 septembre 2012 par l'Alliance française des designers. Donc c'est l'AFD. Il y a pas mal de ressources à aller checker de ce côté-là si ça vous intéresse. Ouais. Et je mettrai le lien en description, ouais. Pierre, si tu l'as. Carrément. Et en fait, tout ça, toutes ces réflexions-là, quand on commence à penser à des responsabilités, à notre rôle, à la déontologie, ça veut dire qu'on commence à avoir une vraie prise de conscience qui émerge, et on comprend qu'il faut aussi connaître les enjeux de nos projets, et c'est très, très important. Pareil, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous conseille de lire le livre du designer qui s'appelle Norman Potter, qui apporte, en fait, il apporte une belle vision sur le bon design dans son livre. Donc, ça s'appelle Qu'est-ce qu'un designer? Objet, lieu, message. C'est vraiment des livres pour les gens qui aiment bien comprendre les fondements du design, et c'est assez chouette. Et je vais vous lire juste 3 petites citations qui sont assez intéressantes de sa part. Donc en fait, il y a le design, c'est un domaine qui demande de s'impliquer, d'être réactif, de s'informer, tout autant que de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences. Donc là, en fait, il dit tout, clairement. Et il y a aussi nul ne peut faire de choix véritable créatif sans une bonne compréhension et sans une réelle contribution à l'esprit constructif de son temps. Et là, pareil, en fait, on comprend qu'on est en constante évolution, qu'il faut s'adapter, qu'il faut comprendre de manière constante aussi. Et en fait, c'est un peu comme la veille graphique, sauf que c'est avec la culture générale, avec les informations, etc. Et bien comprendre. En fait, si on veut être très, très bon et aller au fond des choses, il faut que ce soit quelque chose qui fasse partie intégrante du quotidien. Et voilà, je trouve ça, enfin, en tout cas, ce style de livre hyper, hyper intéressant. Il y a aussi des podcasts qui peuvent être chouettes à écouter. T'écoutes quoi comme podcast là-dessus, toi? Il y avait un podcast qui était hyper intéressant, et j'ai plus le nom. Mince. Mais j'essaierai de le retrouver pour te le dire. Mais t'as des podcasts notamment sur, en fait, beaucoup sur l'histoire. Et quand tu comprends quels sont les schémas d'histoire, tu comprends quels sont les schémas politiques, tactiques qui amènent en fait derrière vers la société actuelle. Et c'est pareil, en fait, on a parlé avec une des personnes qui m'a énormément inspirée et influencée, qui s'appelle Ronan Le Régent, qui était un de mes enseignants à l'école de design. Et en fait, il expliquait aussi que lui, par exemple, il bosse pour un projet plutôt de l'État, parce que c'est pour des médiathèques à Angers. Et en fait, il y a toute une sphère politique qui interagit là-dessus. Et c'est super, super intéressant à comprendre comment est-ce que tout ça, ça peut faire que des projets émergent ou non, comment ils vont émerger aussi. Et bref, c'est super, super intéressant.
Bah ouais, non, c'est sûr. Bah, là, même en parlant de podcast, moi j'en Mhm. ai quelques-uns. Il y en a beaucoup sur Radio France qu'on peut retrouver. Ouais, Je pourrais les partager en description. C'est comme tu dis, là, par exemple, bah, il y a la COP27 en ce moment, là. ouais, Enfin, ouais, c'est terminé il y a pas longtemps. Mais quand tu vois qu'il y a pas beaucoup de décisions qui se prennent, bah, tu fais, mais comment ouais. nous, en tant que communicants, on peut essayer de faire aussi un peu Mhm. bouger les choses si les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour faire prendre conscience. C'est sûr que derrière chaque message, que ce soit derrière la santé, l'écologie ou toute autre chose, il y aura un aspect politique qui devra être fait derrière, quoi. Et Ouais. donc, c'est nous aussi, on a la chance de pouvoir communiquer grâce bah, à des images, quoi. Mhm. C'est ce qui peut parler à un plus grand nombre. Et c'est sûr qu'on a, comme disait là, c'est Norman Potter, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a notre importance là-dedans, et c'est sûr que euh, aussi quand on choisit un projet ou un client, faut se demander. Parfois, on n'a pas le choix. C'est comme on se disait la dernière fois, on n'a pas le choix là-dedans, mais il y a un impact derrière Mm. envers des gens qui vont regarder et qui vont s'informer en regardant cette vidéo ou cette illustration-là, quoi. Carrément. Bah, je te rejoins complètement. En fait, c'est vraiment la connaissance et la culture qui font que on prend nos responsabilités et Ouais, surtout qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. ouais, Et c'est là où en fait on est vraiment responsable de ce qu'on crée et on doit voir la conséquence. Par exemple, si tu bosses pour Total, mm, bon, tu te dis que il y a peut-être des questionnements qui peuvent arriver. Peut-être que pour certains, ça ne vient même pas à l'esprit, mais ça arrive quand même, logiquement. Mais on a toujours le choix. On a le choix de le faire ou pas. ouais, Imagine, tu as un film de 30 secondes à 30K, 30 000 euros. Effectivement, tu vas peut-être y réfléchir plusieurs fois. ouais, Tu vas te dire, est-ce que ça prend le pas sur ma conscience éthique? ouais, Après, il y a plein de possibilités de pistes de réflexion. Je pense que c'est le plus important, c'est de pas dire oui tout de suite. Vous oui, pouvez dire non tout de suite, il y a pas, enfin, oui, ça peut c'est être sûr. voilà, mais il faut mesurer les conséquences, se dire que est-ce que je remplis mon frigo avec 30K et qui fait mon chiffre de toute l'année Ouais, et pour le reste, je bosse que pour des projets éthiques. ouais, c'est Euh, ça. Là, il y a des pistes de réflexion qui peuvent aller dans ce sens-là. Est-ce que Mm, tu te dis, bah ouais, mais si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui le fera? Ça, ouais, honnêtement, à mon sens, je pense que c'est pas une bonne manière oui, de réfléchir à la question. Mais du coup, il faut comprendre que tu es en train de créer un impact négatif. La moindre ouais, des choses, c'est de derrière ne ça veut dire que tu as commencé à prendre un positionnement. Donc tu peux pas critiquer l'envers, tu vois. Tu peux ouais, pas dire oh bah dis non, c'est vraiment pas terrible. Enfin, en fait, tu peux, mais tu dois assumer que tu contribues à ça. ouais, oui, c'est sûr. Donc il faut peut-être après réfléchir à est-ce qu'on est en dissonance avec nos valeurs, aussi le fait de la situation qu'on a personnelle. Par exemple, moi, j'ai pas encore d'enfant Ouais, et j'espère que je serai pas obligée de bosser pour Total pour pouvoir nourrir mon foyer. ouais, Mais tu peux pas juger en fait les gens pour qui c'est le cas. Et ça fait partie aussi de l'éthique, en fait, ouais, de ne pas juger, d'être respectueux des choix de chacun, mais peut-être d'essayer de sensibiliser. Parfois, ça prend pas toujours, tu vois. On a tous essayé en repas de famille de sensibiliser un membre de la famille sur un sujet. Tu vois que ça prend pas, bon, ouais, c'est pas grave, tu vois, t'as essayé. Le tout, c'est d'avoir des échanges, des discussions et oui, c'est ça. c'est pas forcément de gagner un débat parce que c'est pas le jeu. En fait, le jeu, c'est surtout de faire émerger une petite Oui. graine, quoi. De faire prendre conscience à l'autre qu'il y a autre chose qui existe que ce qu'il Exactement. pense actuellement, quoi. Exactement. Et je trouve que c'est un peu la même idée, ce genre de choix un peu qui peut être cornélien si vraiment. Puis 30 000 euros, c'est pas rien non plus. Donc Oui. Bah, on a parfois, ça peut toujours. faire une année, quoi. Ah bah ouais, non mais c'est clair. Et c'est là où il faut prendre du recul et mesurer toi ta situation et où est-ce que tu te positionnes. Ouais. Mais à partir du moment où déjà tu y réfléchis, ça veut dire que c'est dans le bon sens.
Ouais, oui, c'est ça. Et puis, j'avais écouté un podcast, je crois que c'était sur Motion School Design, un truc comme ça, Mhm. où tu avais un des gars qui se disait, bon, bah, peut-être que je vais travailler pour Coca, par exemple, mais en contrepartie, est-ce que je mettrais pas un petit pourcentage dans une association qui a pas du tout les mêmes valeurs que Coca? Mhm. Et comme ça, au moins, bon, ok, j'ai travaillé pour ce client-là, Ouais. qui n'est pas forcément le meilleur qui soit, en tout cas en termes d'impact positif sur la planète ou sur plein d'autres choses économiquement parlant. Et ouais, c'est se dire, bon, bah, je vais mettre des choses, enfin, je vais pouvoir me sentir un peu plus à l'aise, quoi, Mhm. dans ma pensée, quoi. Ouais. Très bien. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur cette phase-là de définition du sujet éthique, du design éthique? Oui, j'ai encore des petites choses. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, un peu sur cette partie, comme tu disais, de reverser des Ouais, choses, enfin des choses, de l'argent surtout. Il y a des collectifs, je crois que c'est un collectif qui s'appelle BAM ou Boom, qui avait en fait ok, montré un exemple de devis, de comment est-ce que eux ils devisent leur projet. ok, Et à chaque fois, tu avais 1% dans ton devis qui était reversé à une asso ou autre. Et je trouve que ça ok. aussi, c'est des pistes qui sont assez intéressantes. Ça permet quand même de réfléchir à comment est-ce que tu factures tes projets, est-ce que dans ta situation, et parfois tu peux aussi, tu vois, on parlait d'entreprises comme Total, Coca, McDo ou autres. Effectivement, c'est pas des super, ils ont pas forcément que des belles valeurs, ça c'est Ouais, sûr. Mais tu as aussi des projets qu'on a, comme toi ou moi. Ça va être, on va bosser pour des projets corpo ou institutionnels ou hmm, autres qui ne génèrent pas un impact ni positif ni négatif. On est oui, dans une neutralité globale. Enfin, il y a rien de vraiment neutre, mais c'est pas trop excessif d'un sens ou dans un autre. Et se dire, euh, du coup, ces projets-là, je les fais, mais c'est pas vraiment des projets éthiques. Donc, c'est peut-être là où je vais avoir ce système de facturation 1% qui me permet de faire hmm, d'autres projets, tu vois. ouais, Et c'est vrai que j'avais une discussion ultra intéressante avec Geoffrey Dorn, qui est un designer, alors lui, pour le coup, très, 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 très éthique. Et ok, en fait, j'avais fait une sorte de petite interview de lui, mais c'était plus au final une discussion, et c'est ça qui était assez chouette. En ouais, fait, il m'expliquait que lui il disait, même à ses étudiants, ça sert à rien de brûler les étapes, en fait. hmm, Euh, il vaut mieux s'impliquer à 50% au début et progressivement augmenter le nombre de projets éthiques pour que ce soit sur du long terme plutôt que ouais, d'être à 100% sur du très court terme et que ça s'arrête. Et du coup, en fait, tu auras fait deux, trois projets, mais ça s'arrête et c'est là où ça rejoint l'idée un peu de remplir son frigo. Il faut que ouais, chacun soit en bonne santé. Ça, c'est un peu la base. Il faut qu'on soit bien pour nous pouvoir faire du bien. oui, c'est ça. Et c'est super important de ne pas se lancer sans non plus analyser le terrain, se rendre compte. Et puis des fois, c'est juste, il faut se lancer dans l'expérience et puis voir. Hmm. Euh, il y a aussi un petit passage du coup, de Norman Potter, toujours ce sacré designer, Ce petit Norman, ce ok, petit Norman, exactement, qui disait quelque chose d'assez intéressant, c'est aujourd'hui, il n'y a que des réponses que l'on cherche. Quelle est cette musique? Quelle est cette image? Mais en fait, l'important, c'est plutôt comment elle a été faite et ouais, pourquoi, plutôt que qui l'a faite. Et du coup, cette métaphore à travers la musique, elle est très forte parce que la musique, c'est aussi quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup notre domaine et hmm, notre environnement. Et je trouve que c'est hyper chouette de se rendre compte comment, pourquoi. Et en fait, des fois, on l'oublie un peu. On a tendance à aussi être un peu focalisé sur l'esthétique, la technique, ouais. et oublier un petit peu le fond. Et ça, c'est quand même, c'est la base et il faut pas l'oublier, quoi. Oui, non, c'est vrai, c'est important de se dire pourquoi, comment il a Ouais, été fait. C'est bien, enfin, c'est sûr qu'on est beaucoup plus attiré par quelque chose qui est incroyable techniquement ou ouais, graphiquement, etc. Et moi, le premier, hein, je cherche moins pourquoi et comment ça a été fait, quoi. ouais, C'est sûr que c'est important de se dire est-ce que ça a enfin, est-ce que ça s'est bien déroulé ou pas? Pourquoi est-ce que ça a été fait vraiment pour avoir un impact derrière positif ou pas? ouais. C'est sûr que c'est des questions à se poser, ouais. Et puis, tu as vraiment ce but-là qui est hyper important, c'est
du coup, est-ce que tu communiques à des fins publicitaires? Est-ce que tu communiques à des fins de sensibilisation, de prévention ou d'explication pour aider à comprendre un sujet? Et là, tu vois, tu fais encore du bien en essayant de faciliter la compréhension. Et tu as des vidéos comme c'était Brut ou Le Monde, je crois, qui expliquait en fait sur la guerre en Ukraine. La vidéo a dû sortir en mars, je pense, très peu après le début des événements, où en fait ils expliquent l'aménagement de la tactique militaire de la Russie depuis, je crois que c'était 2 ans avant l'attaque. Et en fait, tu vois la transformation avec les images de Google Maps et tout du territoire. Et tu fais, wow, mais c'est incroyable. Et en fait, là, c'est pareil. Nous, avec du visuel, on peut faire tout ça et il faut qu'on le fasse. Enfin, il faut qu'on aide à comprendre. Et puis là, tu as toute une recherche journalistique qui est hyper intéressante et importante. Mais tu vois, c'est là où tu te dis, bah, entre faire ça et faire une publicité pour le dernier, je sais pas, le dernier McFlurry qui vient de sortir chez McDo, bon, il y a un impact qui est un petit peu plus intéressant, quoi. Ouais. Et c'était la dernière fois, j'avais discuté avec Mathieu Colombel, là, au Motion Plus Design. Toi, tu as travaillé à Black Mill un petit peu. Ouais. Je sais pas si tu étais là pendant la période du Covid. Ouais. Du coup, il m'avait dit que l'équipe avait travaillé sur plein de vidéos pour aider les infirmières ou les jeunes médecins, en tout cas, à bien prendre leurs repères pendant le Covid pour aider au mieux les médecins les médecins confirmés, quoi. Ouais. J'avais trouvé ça beau comme truc parce que vous avez fait en tout cas un sacré travail, quoi. Et ben en fait, du coup, c'était il y a eu énormément de gens qui ont travaillé sur ce projet. C'était pour l'hôpital de Paris. Et en fait, ce qui était hyper touchant derrière, c'est que les infirmières et les soignants, en fait, ils ont fait une vidéo où, tu vois, avec leur petit panneau, juste sur un cahier, ils ont mis merci nana, merci nana. Trop bien. Et c'était hyper chouette d'avoir, tu vois, tu sens que ça a touché directement les personnes et là, tu as un vrai impact, en fait, plus, évidemment, dans le contexte et le milieu de la santé, tu as toujours vraiment l'impression d'avoir un vrai impact, tu vois. Du coup, un peu par extension, mais c'est vraiment trop chouette. Enfin, je trouve que c'est trop bien. Bah ouais, non, c'est clair. En plus, c'était une période où je pense c'était vraiment pas facile pour eux et avoir ça, ça devait être incroyable. Ouais, c'est sûr que c'est différent. Tu n'auras jamais ça quand tu feras la pub pour un McFlurry, quoi. Non. Ok. Est-ce que on passe à la question suivante? Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, comment tu fais c'est quoi ton process pour créer un projet, en tout cas motion, responsable et durable, un peu. Enfin, comment tu le fais pour que ce soit éthique, quoi, entre guillemets? Ouais. Du coup, je pense que quand on commence à créer un projet motion dans une optique responsable et durable, déjà, ça commence par quels sont les sujets et avoir une réelle écoute de tel ou tel projet, notamment quand c'est des clients qui viennent vers toi. Et aussi, ça passe par une éducation du client à lui expliquer comment est-ce que toi, tu travailles, parce que lui ne peut pas savoir comment ça fonctionne si tu lui expliques pas. Oui, et éduquer ça, vraiment son client. C'est ultra important. En fait, dans toutes sortes de projets, mais je trouve que ça fait partie du respect de dire, écoutez, moi, je vais prendre soin de votre projet. Et pour ça, je vais vous expliquer comment je vais travailler. Et je vais prendre le temps de le faire. Parce qu'en fait, c'est souvent qu'on oublie de prendre le temps. Et ça, c'est super important. On oublie, ou parfois, même quand on commence, on peut avoir un peu peur du client, tu vois. De se dire, non, je vais pas te dire tout ça, machin. Mais c'est vrai que c'est important de bien dire les étapes, etc. C'est ça. De bien communiquer, en fait, avec eux. Et au-delà de ça, c'est aussi de trouver un intérêt hyper fort du projet, de trouver un peu le point fort, où souvent c'est quand même les entreprises qui disent nous on aimerait communiquer sur telle ou telle chose, mais c'est aussi de dire ok, là il y a plusieurs choses à expliquer, on va peut-être faire 2 petites vidéos plutôt que d'en faire une. Enfin, en fait, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit le mieux pour votre projet. Et ça, c'est important. Pour la partie responsable et durable,
En fait, il y a tout un questionnement autour des formats qui est assez intéressant et assez important. De faire attention à ne pas être trop lourd non plus dans les formats qu'on va faire. Et puis après, c'est énormément quand même l'essence du projet. On crée un projet motion, mais finalement, est-ce qu'on le crée tout seul? Si c'est un projet perso, effectivement, on choisit le sujet. Et là c'est chouette. Et on a même avec Océane PC, on avait commencé à taffer autour d'une idée d'un projet justement sur le prendre soin de la nature. Donc là, c'était un projet perso. Et tu as toute une réflexion justement là-dessus qui est hyper, hyper intéressant de dérouler, de script. Et en fait, tu as ce côté un peu réel qui arrive. Ouais, je suppose que tu as pas mal de recherches à faire, etc. Là-dessus, quoi. Ça doit être ultra intéressant. Et ça, c'est chouette. Et puis après, tu as quand même un petit peu le challenge créatif et esthétique qui est là. Ouais. Mais c'est trop, trop intéressant. Et du coup, là, vous êtes dessus encore? C'est ça? Là, on a mis une petite pause. Okay. mais c'est quelque chose qui est toujours en tête, en tout cas. Ouais. Et travailler à plusieurs mains aussi, c'est hyper important dans un projet motion, et notamment responsable, parce que chacun a son empathie, en fait, envers tel ou tel projet. Et je trouve ça trop bien, en fait, de travailler à plusieurs mains. Ouais, non, c'est sûr. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est comme parfois ça peut se transformer en mini débat pour certains trucs. C'est se dire ok, est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on ajoute ça, est-ce que c'est vraiment important, etc. Et ça te fait prendre ça te fait prendre du recul dans tous les cas, parce que l'autre personne aura sa vision et toi tu auras ta vision, et quand t'as que la tête dedans, parfois c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'au début on avait commencé on voulait faire un film plutôt de l'ordre de plutôt côté santé mentale. Et en fait, on s'est vite rendu compte que le sujet on le maîtrisait pas, en fait, pas assez. C'était un peu trop colossal pour nous, et que en fait, on risquait de pas avoir le bon script, le bon scénario. Du coup, on a préféré se concentrer sur quelque chose qui était plus de notre ressort, pour peut-être laisser mûrir les choses aussi. En fait, moi, je trouve aussi qu'avec le temps, on évolue énormément et on réfléchit énormément de manière différente, de manière plus poussée. Et il y a des choses, en fait, qui arrivent, mais c'est pas encore le moment. Ce sera peut-être plus tard. Et je trouve que d'accepter ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, tu laisses mûrir les choses, et il y a plein d'autres pensées. Des fois, c'est au travers aussi de discussions avec des gens et tout, et tu vas avoir ce petit truc qui est dans ta tête, et c'est chouette d'avoir des discussions là-dessus avec différentes personnes. C'est important d'échanger, quoi. Ouais, complètement. C'est clair. Complètement. Ok. Est-ce qu'on est bon sur comment créer un projet? Est-ce que tu veux nous parler un peu plus du process que tu as en ce moment avec Océane, même si c'est un stand-by ou... Pour le coup, c'est vraiment en stand-by. Tu vois, on a juste commencé à écrire des choses, à penser des scènes. Mais on n'a pas encore été plus loin. Tu vois, on n'a pas été à la phase de story. Il n'y a pas de script qui est ok, définitif, quoi. Et si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait participer sur le projet, c'est possible? Carrément. Pour le script, tout ça, pour vous aider là-dessus, ça peut être cool. Ok. Est-ce que ça te dit de passer à la question d'un auditeur? Ouais. On a eu une, c'est Bivouac Cool qui nous l'a posée, et il nous demande comment réduire tout simplement son empreinte carbone liée à l'industrie du motion design. Est-ce que tu as, toi, des petites réponses là-dessus? Yes. Alors, de mon côté, cette partie, c'est pas la plus poussée dans ma réflexion, parce que c'est une partie assez technique, et qu'en fait, dans nos modes de production et de fonctionnement globaux, on a des outils qu'on utilise avec lesquels on n'arrive pas à s'en détacher complètement, type l'ordinateur qui consomme quand même énormément, et du coup, c'est à ça qu'il faut penser. Tu vois, par exemple, on a eu beaucoup de questionnements autour de ça dans mon coworking qui s'appelle Jeannette, à Nantes. Et du coup, c'est aussi, à la fois, ça peut être quand tu vas manger pendant entre un quart d'heure et 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, si tu vas au resto le midi, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, t'éteins ton ordi, en
Ouais. Déjà, ça, en termes d'énergie, surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel dans lequel on est rendu, c'est une crise énergétique qui est due aussi à tous nos petits méfaits, finalement, en fait, parce qu'on a banalisé un peu les choses, de se dire, il y a plein de gens qui laissent constamment leur ordinateur allumé, toute la nuit ou autre, et je parle pas quand tu fais un rendu. Et même c'est pas bien de laisser son ordi allumé tout le temps, ça l'abîme. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il y a double conscience. C'est vrai. Non, mais complètement. En fait, c'est aussi arriver à prendre à la fois soin de ses affaires et soin et soin des autres, en fait. Enfin, soin de la société globale. Et c'était aussi des choses vraiment toutes bêtes. Mais si tu consommes du thé, du café, tu en consommes tous les jours. Chez Emotion, on est quand même assez fan du café, généralement, pour certaines raisons. Et en fait, tu dis, bah ouais, mais tu le fais tous les jours. Et les petites choses du quotidien, ça a un impact des fois qui est assez fort. Donc en fait, si on commence à corriger ce petit truc-là, bah déjà c'est pas mal. Et petit à petit, ça va être de mieux en mieux. En fait, on va réussir à faire de jolies choses, avoir moins d'impact. Parce que finalement, en fait, c'est nous qui sommes arrivés là, si on reprend un petit peu les bases d'il y a très très longtemps. On est arrivé un peu sur la planète, et on se rend pas compte que petit à petit, c'est nous aussi on s'en rend compte là que c'est nous qui avons fait les choses qui la détruisent. Mais il faut qu'on prenne nos responsabilités là-dessus aussi. Et tu vois, aller chercher du café en vrac, je pense que c'est pas trop difficile, hormis le fait que ça a un coût. Certes, mais ça, c'est les petites choses. Voilà, les petites choses du quotidien, se dire, bah voilà, le chauffage, par exemple, là, on est mi-fin novembre. Est-ce que tu l'as même mi-octobre, quoi? Bon, cette année, c'était un peu différent, mais et à combien de degrés, etc. Bah, en fait, dans le coworking également. Tu vois, dans les espaces de travail, en fait, c'est surtout penser ça, se dire, bah ouais, t'éteins bien la lumière, machin, tu fais attention, mais c'est aussi comment est-ce que tu vis ton espace, et en sachant que on passe énormément de temps au travail. Donc à la fois c'est dans les entreprises, dans les espaces de travail, mais aussi pour les freelances, c'est aussi chez soi. Comment est-ce que tu vis chez toi? Comment est-ce que tu consommes chez toi? Et par là, il y a une question de quel matos est-ce que j'utilise? Est-ce que j'ai besoin absolument d'avoir le dernier ordi qui vient de sortir, avec la dernière carte graphique? Et tout ça, c'est des vrais questionnements à avoir aussi, même si c'est plus complexe. Parce que c'est pour ça que, en fait, on monte un peu crescendo. Il y a des petites choses genre le café et le thé. Ça va, c'est pas trop compliqué à régler. Et puis après, tu as l'idée de ton outil de travail réel, ton ordinateur, ta carte graphique. Surtout si tu fais de la 3D, les rendus, c'est quand même bien quand ça va pas trop lentement. Mais est-ce que pour autant on est toujours dans cette course au plus de qualité? Est-ce que on en fait partie, ou est-ce qu'on décide de prendre un petit peu de recul là-dessus? C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est sensibiliser le client à se dire, bon bah ok, si vous voulez du 8K plutôt que du HD, bah, ça va prendre 4 fois plus de temps à rendre, et ça sera 4 fois plus lourd au final, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement, oui, en plus. Et des fois, ça sert pas forcément, en fait. Il faut se rendre compte, nous aussi, justement, des formats, de se dire, est-ce que là, on a besoin de cette qualité de format extrême, alors que c'est un rendu intermédiaire, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça dépend où ça va finir. Il y a des choses comme ça qu'il faut questionner. Et comme tu dis là, justement, ça dépend où ça va finir. Donc, en fait, il faut bien questionner au tout départ où est-ce que ça va aller, et sur quelle plateforme, et sur quel dispositif, en fait. Et ça, c'est trop important à savoir. En fait, c'est des questions... Ça revient aussi à ta question de comment est-ce qu'on crée un projet motion responsable et durable. Mais en fait, on questionne à quoi ça va servir, où est-ce que ça va être, dans quelles circonstances, et comment est-ce que je peux optimiser le fait d'avoir un format qui soit idéal, qui soit pas trop coûteux énergétiquement. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Après, il y a même des entreprises qui arrivent maintenant un peu à calculer leur impact écologique par rapport à un projet, genre un projet 3D. Ce projet 3D là, ce sera tant de CO2
émis dans l'atmosphère, etc. Mm. Tout autant d'énergie utilisée, quoi. Donc ouais, c'est sûr que c'est important et c'est des projets enfin c'est des informations à savoir avant de démarrer un projet, c'est sûr. Ouais. De pas Même, faire un même rendu en trop. le fait de le quantifier Ouais. combien est-ce que tu coûtes en termes de CO2, je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois. Parce que en fait, dès qu'on a la notion de chiffre, ça nous alerte. Ouais, c'est ça. Et en fait, si on n'a pas cette notion-là, bah, on se pose pas forcément la question, ou du moins, on s'en rend pas compte. Ouais. Et, Bah, c'est ça, en fait, on vit dans un monde de chiffres maintenant, donc les gens ils s'en rendent ouais, compte que comme ça, quoi. exactement. Ouais. Et voilà, enfin, je trouve que c'est Ouais. assez fou. Il y a aussi le stockage dans notamment des drives, des clouds, des data centers. Alors, c'est pareil, c'est là où il faut aussi se rendre compte qu'on a des compromis à faire. Moi, par exemple, je travaille avec, j'ai un drive, j'ai un Google Ouais. Drive et je mets mes projets dessus. Pourquoi aussi est-ce que je conseille à mes étudiants de faire la même chose? C'est parce que tous les ans, il y a les ordinateurs, la technologie, c'est aussi indépendant de nous parfois. Ouais. Et tous les ans, je leur dis, prenez un petit drive, vous mettez vos projets. Après, il faut bien évidemment faire le tri aussi et virer dans tes dossiers de ton projet que tu as fait il y a 3 ans les sources qui sont inutiles, les versions qui sont inutiles. Faut toujours en garder peut-être 2 ou 3 parce qu'on ne sait jamais si le client revient. Ouais. Mais c'est hyper important de faire le tri parce que sinon, en fait, tu fous tout. C'est comme quand on voit des mails un peu qui servent pas à grand chose, ou que tu vides pas ta boîte mail, ou que tu t'inscris à toutes les newsletters possibles et inimaginables. Là, c'est la même chose. Faut faire le tri. c'est ça. Parce qu'en fait, le moment où ton ordi crash, Ouais. t'as plus rien. Et c'est Ouais. arrivé tous les ans quasiment. Ça arrive aux étudiants. Enfin, au moins un étudiant. Et ça crache. Et là, t'as plus rien. Donc, si tu veux faire des projets éthiques, c'est bien. Mais si tu veux montrer ton taf pour pouvoir postuler pour un projet, eh ben, c'est Ouais. mort. Tu Oui, vois. c'est ça, faut avoir la balance aussi entre les deux. Genre, bon, bah, ok, Mhm. je vais stocker là. Mais c'est comme tu dis, faut réussir à trier au bout d'un moment son Ouais. projet qui date d'il y a Ah oui. 5 ans et Mais de oui, pas garder tout forcément, c'est quoi. ça. C'est d'avoir un ratio entre l'essentiel et le non essentiel. C'est ça. Même si un cloud, ça pèse très lourd, enfin, ça coûte pour l'environnement. Aujourd'hui, moi, en tout cas, je me vois pas travailler sans. Et c'est un Ouais. compromis que j'ai pas envie de perdre, en tout cas, pour le bon fonctionnement de mon travail. Ouais. Par contre, là-dedans, il faut que je garde l'essentiel pour pas peser trop lourd. Et faire le tri, remplacer les versions, etc. Donc là, ça, c'est des vraies pistes aussi de mode de travail qui sont super, super importants. Ouais. Euh, Non, c'est ouais. sûr, moi non plus, je me vois pas me séparer de mon drive parce que Ouais. j'aurais trop peur qu'un jour mon Ouais. ordi, je sais pas, il y a du thé qui va dessus, il y a, je sais pas, Exactement. il tombe par terre et bam, j'ai plus rien. Et c'est Alors moi, pareil je pour me les dis, j'ai le disques drive. externes, hein. Tu sais, Ouais. une mémoire externe, bah, tu la perds, tout simplement, ou Ouais. elle crache, ou t'as une inondation, j'en sais rien, tu vois, les pires choses qui peuvent C'est arriver. ça. Mais bah, pour le petit exemple, bah, une des étudiantes que je connais, elle est en 3e année aujourd'hui, non, Ouais. 2e. Ça fait quand même la 3e fois qu'elle perd tout. Ah oui. Elle a Gros big perdu up à tout, toi. tandis que Non, j'ai dit gros big up à toi, ouais, l'étudiante en deuxième c'est année. ça, gros big up. Et du coup, la pauvre, en plus, elle avait tout stocké sur une clé USB, parce qu'en fait, elle avait pas réussi à récupérer son disque dur, je crois, sur son Aïe, aïe, premier aïe. ordi. Ouais. Deuxième fois, elle a réussi à tout stocker sur une clé USB, et comme par hasard, c'est toujours, mais de toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe, son frère pète la clé USB. Et là, t'es là, oh putain, j'ai plus rien. Et du coup, je dis, bon, bah, du coup, j'avais 203 maintenant, tu vas peut-être prendre un cloud. Ouais, c'est clair. Enfin, là, Ouais. ça me fait rire, mais la pauvre, je compatis complètement. Ah, c'est sûr que quand t'es étudiant, prendre un cloud, ça peut être un petit coup, quoi. Surtout Bah, si parfois tu payes ton école. ouais. Parfois, il y en a qui ont un job aussi à côté, tout ça, et Mhm. tu te dis, bon, est-ce que je peux me permettre d'avoir un cloud ou pas? Mais ouais, C'est ça. c'est vrai Après, que... après on n'est pas toujours obligé de prendre la maxi version à 2 Tera, quoi. Tu vois. Non, oui, c'est Il sûr. y a aussi ce truc-là où tu peux prendre déjà, essayer avec, avec les vraies versions gratuites, Mm. mais au moins stocker un minimum de choses, quoi. Parce que quand tu as perdu ton book, Ouais.
Ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Et t'as perdu tous tes travaux que t'avais mis dans ton book. Et t'avais des bons travaux dessus. Ouais. Et ça, moi, ça me fait un peu mal pour eux, quand même. Enfin, C'est sûr. Pour tous ceux, hein, tous les gens à oui, qui ça arrive. bien sûr. Non, ouais, c'est vrai que il faut savoir se dire, bon, ok, je vais investir un petit peu là-dedans, et puis voilà, quoi. Ouais. Moi, j'avais quelques chiffres, du coup, sur l'empreinte carbone dans le domaine de l'audiovisuel en général. Par exemple, rien qu'en France, l'industrie de l'audiovisuel libérerait entre 1,1 et 1,7 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc ouais, c'est assez lourd. Bon, j'ai vu deux informations différentes. Il y en avait un qui disait ça faisait plus ou moins 410 000 allers-retours Paris-New York, et j'avais une autre source qui disait 410 allers-retours Paris-New York. Donc il y a quand même une marge. Ouais. Et je pense que c'est plutôt 410 000 allers-retours Paris-New York, donc c'est Ouais. assez conséquent, quoi. Aussi, aux États-Unis, en 2006, il y a une étude sur l'industrie du cinéma. En Californie, apparemment, c'était c'était le deuxième plus gros pollueur après le pétrole. Donc c'est ouf, mais après, quand tu te dis, par exemple, dans un James Bond, t'as 30 millions d'euros de voitures qui sont Ouais. envoyées juste à la poubelle, ou même Game of Thrones, t'as 150 décors différents à travers le monde, t'as toute l'équipe de tournage qui doit suivre à côté. En fait, ouais, t'arrives à un impact énorme, quoi. Et après, pour des trucs un peu plus peut-être qui peuvent nous toucher, par exemple Avatar, qui est quelque chose vraiment en film de synthèse 3D, etc. T'as 900 personnes qui travaillent sur ce projet-là, et j'avais vu que ça consommait l'équivalent énergétique d'un petit pays, par exemple. Et tu Ouais, fais, mais c'est sûr. En plus, avec la qualité de rendu, bah ouais, c'est ouf, hein. c'est assez incroyable. Comment est-ce que eux-mêmes en voulant faire un impact positif au final, parce qu'il y a quand même une grosse sensibilisation Ouais. environnementale sur ce film. Ouais. Mais par contre, ils n'ont pas réfléchi aux moyens, quoi. Ouais, je pense que James Cameron, il fait ses films comme ça, là, il va en sortir 2-3 encore. Ouais. Il s'en bat peut-être un peu les couilles de Ah ouais, l'impact que ouais. ça a derrière. C'est ça. Et ouais, en moyenne, et après, plus généralement, pour un film d'animation de 90 minutes, c'est plus de 100 tonnes de CO2 qui sont relâchées. Wow. Donc c'est pas mal, hein. Je pense que nous, dans le motion, même, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Par exemple, pour un film comme Toy Story 4, qui fait à peu près 100 minutes, donc tu as un temps de rendu de 100 heures par frame. Je pense que la qualité est juste dingue. Ah ouais. Et en fait, ce rendu-là rejette l'équivalent en énergie pour chauffer une ville comme Paris pendant quasiment une semaine. Donc, une ville comme Paris, c'est à peu près 2 millions d'habitants, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. En fait, Ça n'a pas de sens. si tu réfléchis au fond des choses, tu te dis que ça n'a pas de sens. Pourquoi faire des films? Et pourtant, je suis la première à adorer le cinéma. Bah ouais, c'est ça le truc. C'est mais- que c'est pareil, c'est comme on dit, c'est la balance entre les deux. Est-ce que Exactement. et on a notre impact aussi là-dedans. Et par exemple, pour une ville un peu plus petite comme Quimper, pour ceux qui connaissent, on est plutôt sur l'équivalent de 4 mois d'énergie. Donc c'est incroyable, quoi. Ça permet de passer l'hiver, en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah ouais, tout ton hiver, en plus, c'est vraiment pendant 4 mois d'hiver. Donc, t'as toute ta saison là qui est faite là-bas, quoi. T'as aussi l'évolution des technologies, comme je disais tout à l'heure. Les formes de rendu évoluent aussi, et la qualité des rendus. Et par exemple, la saga Shrek, pardon. Le premier film, au début, il faisait 5 millions d'heures de rendu. Alors que sur le dernier, qui est le 4e, c'est 50 millions d'heures. Tu te dis, ok, ça évolue un petit peu. On parlait aussi des formats. Et justement, ouais, dire au client que tel format, de la HD au 8K, il y a une réelle différence. Par exemple, entre la HD et la 8K, on multiplie par 32 le volume de données et donc l'impact que ça a derrière. Et pareil, tu disais, est-ce qu'on a besoin du dernier outil à chaque fois? Ouais, parce qu'en ce moment, on est en pleine crise aussi des matières premières. On a une raréfaction de tout ça. Donc, je sais pas, dans les ordinateurs, il y a de l'or, de l'argent, etc. Et même, il y a des produits, tu peux toujours recycler ton ordinateur d'une certaine manière, mais il y a des matériaux qui vont jamais pouvoir être réutilisés derrière.
Donc c'est aussi une question qu'il faut se prendre. Est-ce que, comme tu disais, est-ce qu'on a besoin de la dernière carte graphique, du dernier ordinateur, du dernier écran, par exemple? C'est des questions qu'il faut se poser, quoi. Et pareil aussi en fait dans les modes de production et pour le coup ça c'est aussi un levier que j'arrive à choper avec des étudiants que j'ai eu dans une matière qui s'appelle design et éco-responsabilité. Ok, donc, trop bien. Ça c'est vraiment mon dada, quoi. J'adore ça. De se dire ok, mais en fait comment est-ce que c'est produit? Et là tu te rends compte qu'une carte graphique ou même un smartphone que quasiment presque l'entièreté de la population a, même des populations extrêmement pauvres, peuvent avoir. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est quoi le coût environnemental? C'est quoi le coût humain aussi? Parce que pour choper les minerais qui sont à l'origine des matériaux dans les téléphones, dans les smartphones, ça a un coût humain, énergétique et environnemental qui est énorme, en fait. Et avec une production en masse, et ça, c'est assez fou, en fait. Donc, il faut se questionner aussi de se dire, ok, j'ai déjà une carte graphique dans mon ordi, pour reprendre un peu le contexte. Est-ce que j'ai besoin d'aller en choper une autre qui va être faite à partir de minerais et de... En fait, c'est pas nous qui allons chercher ça dans le sol. C'est plutôt du côté du continent africain que ça se passe. Et en fait, qui se prennent toutes les toutes les merdes du monde, quoi. Ouais, enfin surtout tous les rejets toxiques, tu vois, dans la gueule en essayant de décortiquer les minerais, tu vois, et de les insérer, etc. Enfin, et c'est là où il faut se rendre compte de tout ça, en fait. Tu vois. Oui, c'est ça, on n'est pas obligé de changer toutes les ans parce que tu as Nvidia qui a sorti sa nouvelle carte graphique récemment, quoi. Il faut se satisfaire de ce qu'on a et optimiser ce qu'on a aussi. Bon, après, il y a forcément une question financière derrière, mais c'est pas parce qu'on commence à avoir un peu de thunes qu'il faut forcément automatiquement aller vers ça, quoi. Bah, t'as le problème aussi où maintenant on est dans une société où il faut tout de suite maintenant. Donc parfois tu comprends pourquoi les gens peuvent investir dans ce genre de cartes, etc., de matériel, quoi. Mais c'est sûr, après, au bout d'un moment, il faut se dire au client, bah, ça ira pas plus vite. Et puis voilà, il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas parce que c'est la vie, quoi. Je trouve que c'est, en fait, là, au-delà de la réflexion, c'est là où tu as la prise de position. C'est un peu le deuxième temps. Et là, ça veut dire que tu sors du cercle, tu sors un peu du moule aussi de justement cette course à l'efficacité, à la performance, à tout ce que tu veux. Et là, ça veut dire que tu as une vraie prise de position. Et après, tu vas suivre des principes que tu vas te mettre toi-même parce que tu t'es informé, parce que tu as vu ci, parce que tu as vu ça, et que toi, tu construis en fait ton petit puzzle toi-même. Et petit à petit, tu assembles tes propres pièces et tu laisses un peu les pièces qui sont déjà préfaites. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que en fait, tu te fais ton avis critique aussi. Et tu sors un peu de ce qui est préfet et de cette course. Du coup, il faut en être conscient, il faut aussi l'assumer derrière, parce que ça veut dire que peut-être il y a certains projets sur lesquels tu peux pas aller, ou du moins peut-être que tu pourras pas le faire de la même manière, ou autre. C'est sûr. Mais c'est chouette d'avoir des prises de position aussi. Bah ouais, c'est sûr. Bah en fait, ouais, c'est ça. Moi, j'avais noté quelques solutions. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est avoir une bonne organisation avec son client, bien communiquer en termes d'information, de planning aussi, de livrables. Lui dire, bah non, je vais pas te livrer toutes les 5 minutes un nouveau rendu. En termes de retour aussi, parce que si tu mets retour illimité, je pense que dans tous les cas, c'est pas le truc à faire. Non. Mais en tout cas, c'est moins de retours, c'est moins de rendu, donc c'est moins d'énergie aussi qui sont consommées à côté, quoi. Donc c'est aussi un client lui dire, il y a des étapes, si tu les valides bien en amont et si tu me dis à la dernière minute, bah non, faut rajouter ce plan-là alors que la vidéo est déjà terminée, bah ouais, ça fait du rendu en plus, ça fait un impact en plus, quoi. On peut, comme on disait tout à l'heure, on peut aussi avertir dès le devis le client sur l'impact écologique qu'aura ce projet-là. Je mettrai en lien, mais j'avais regardé une petite conférence d'une entreprise qui, elle, réussissait déjà à calculer un petit peu son impact écologique sur des films, sur des effets spéciaux, etc. Donc, pour nous, en tant que
petite entreprise que freelance, je sais pas trop comment le calculer en tout cas. Peut-être que s'il y en a qui savent, dites-le nous en commentaire, c'est toujours intéressant. Carrément. Et ouais, tout ça pour dire que en tout cas, faut savoir éduquer son client. Et après, c'est comme on disait tout à l'heure, mieux enregistrer, archiver ses projets dans un cloud, dans un disque dur, et comment réduire l'empreinte carbone d'un rendu. En fait, il faudrait déjà pouvoir convertir l'énergie rejetée. En fait, il y en a qui réussissent à maintenant pouvoir convertir l'énergie rejetée, par exemple, d'un ordinateur ou d'un data center pour refaire du chauffage ou de l'électricité. Mais il faudrait avoir les moyens de le faire, il faudrait savoir comment le faire. Ouais. Je pense que c'est vraiment les grosses entreprises qui auront ces moyens-là, mais c'est par là aussi que ça passe, en tout cas dans un premier temps. Tu vois, c'est marrant, il y avait une entreprise qui est dans le secteur nantais qui avait mis des panneaux solaires. Et en fait, du coup, le but, c'est aussi d'arriver à une certaine autonomie. Et ça, je trouve ça super intéressant, en fait. Après, effectivement, pareil, les panneaux solaires, énergétiquement, à la fabrication, c'est pas neutre. C'est ça. Mais est-ce que sur le long terme, en fait, la vie d'une entreprise ou la vie d'un particulier, par exemple, tu le rentabilises en fait énergétiquement. Je parle pas financièrement, quoi. Mais enfin les deux forcément. Mais avoir cette démarche-là, c'est intéressant et c'est là où il faut se questionner et toujours se dire, ok, quelle solution est-ce qu'on pourrait avoir sur ça pour pérenniser aussi. C'est un mot je pense, qui part un peu dans notre société. C'est qu'on ne pérennise pas vu qu'on veut toujours aller plus loin. Mais en fait, aller plus loin, c'est pendant combien de temps? Parce que là, du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de engloutir le capital, en fait, le capital énergétique de la planète et donc de tous et de toutes. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on passe à autre chose du coup? Allez, c'est parti. C'est parti. Est-ce que tu veux nous expliquer comment toi tu arrives à trouver du coup des projets éthiques? Est-ce que c'est toi qui démarches? Est-ce qu'ils viennent directement à toi? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Je sais pas. Alors du coup, en fait moi j'ai beaucoup de chance parce que ils viennent plutôt directement à moi. Je touche du bois, mais pour l'instant j'ai pas eu besoin de démarcher. Trop bien. Donc ça c'est assez confort. En fait tout a débuté du coup avec Black Mill quand j'étais en alternance chez eux. Donc Black Mill c'est un studio de motion que je pense que quelques-uns d'entre vous doivent connaître, où c'est très chouette. Il a été fondé par Mathieu Colombel, dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi Vincent Benadella et Thomas Lecomte, qui sont du coup trois gars super. Et du coup, il y a plusieurs projets éthiques en fait qui sont tombés chez Black Mill. Il y en a un qui s'appelle Lundbeck, qui était sur la dépression. Moi, j'en faisais la gestion de projet à ce moment-là. Et c'était vraiment assez ouf comment s'est déroulé le projet. Ensuite, on a eu le Petit Théâtre des Souvenirs. Ça, c'était un projet qui est tombé personnellement, parce qu'en fait, je venais juste de me mettre en freelance. La petite histoire, c'est que ça faisait 1 mois que j'étais en freelance. Je vois une story sur Instagram d'un gars qui cherche des animateurs ou des motion designers pour un projet. Et moi, je me dis, vas-y, on fonce, tu vois. J'ai envoyé un petit message, on discute. Il m'explique que du coup, c'est pour l'agence pour laquelle il travaille. Donc Big Love, qui est à Avignon. Et que là, il y a un projet pour une EHPAD qui est spécialisée pour les résidents Alzheimer. Donc très spécifique. Le projet, du coup, a un but événementiel, on va dire. Eux, ils ont créé une borne physique, en fait, où ils ont installé un écran à l'intérieur pour diffuser plusieurs films dont le but est de faire passer des messages c'est un but assez contemplatif, mais dans le but d'atteindre la mémoire des patients qui, du coup, la perdent petit à petit. Et donc, trop chouette, hyper éthique. On fait 2 films ensemble. Le premier, du coup, je fais de l'animation 3D. En fait, les deux, j'ai fait de l'animation 3D aquarelle, qui était un peu abstraite et expérimentale. Donc, en fait, c'est que du plaisir, quoi, que du bonheur. Le premier, du coup, c'est l'histoire, c'est l'éclosion d'une rose. Donc, toujours très contemplative, avec une musique que eux choisissent. Ils rédigent le script.
Aussi parce que eux, ils voulaient jauger une certaine sensibilité chez les patients, parce qu'ils ont été en fait là-bas, ils ont discuté vraiment avec le client, etc. Moi, je leur fournis un story, je crée les still frames, j'anime, je monte le tout, je leur envoie. Et là, le directeur de l'agence, le patron, était hyper content. Il m'a même appelé en me disant, mais en vrai, je trouve que le film est très beau, esthétiquement et dans le fond. Enfin, il y a vraiment, ça fonctionne super bien. Et du coup, j'étais trop contente. Vraiment, ce projet m'a rendue très heureuse, en fait. Vraiment heureuse d'avoir un impact. Et là où c'est hyper fort, c'est qu'il y a la diffusion du film auprès des résidents, intégrés dans la borne, etc. Et là, en fait, il y a des patients qui bougeaient jamais, mais vraiment jamais, qui parlent pas, etc., qui commencent à lever la tête. Donc rien que ça, en fait, c'est bête, mais on est rendu à des mécanismes qui sont très profondément touchés chez ces personnes-là. Il y a des petites grand-mères qui se sont levées et qui dansaient. Et en fait, ils m'ont envoyé une vidéo et c'était hyper touchant. Enfin, en fait, même moi, à chaque fois que j'y pense, ça me met les larmes aux yeux parce que tu te dis, waouh, c'est super fort. En fait, j'ai réussi à faire quelque chose de fort et eux, ils le reçoivent. Et en fait, c'est comme si là, tu avais un vrai impact, que tu les aidais vraiment. Et ça, c'était juste incroyable. En fait, toutes ces vidéos-là servent à évoquer des souvenirs et ça permet aux aides-soignants d'avoir un travail avec les patients. Madame Jacqueline, alors, du coup, l'éclosion d'une rose, ça vous fait penser à quoi? Ah bah moi, ça me fait penser aux fleurs, ça me fait penser à mon pantalon fleuri que je mettais en été. Ah mais oui, il y avait mes petits-enfants qui venaient à ce moment-là, nanana, ils jouaient dans le jardin, tu vois, les papillons, l'étude des... Enfin, voilà, et c'est... Mais ça leur évoque des souvenirs, etc. Il y a un petit truc qui se déclenche. Du coup, c'est ouf. C'est ça. Et pareil, le deuxième film qu'on a fait avec eux, c'était la chanson Les copains d'abord de Georges Brassens. Et en fait, t'as deux copains qui sont sur un bateau et qui prennent un peu l'apéro, et etc. Et pareil, en fait, c'est assez chouette parce que on revient à des époques où la vie était elle n'était pas plus simple, mais elle était peut-être plus saine aussi. Et c'est chouette d'illustrer tout ça et de vraiment aider des personnes qui sont malades, quoi. Donc avec eux, en fait, avec cette agence Big Love, j'ai fait du coup ces deux films et aussi un projet d'identité, toujours pour ce projet Le Petit Théâtre des Souvenirs. Donc en fait, ça te permet de boucler la boucle aussi. Et c'était assez chouette. Et avec la même agence, j'ai fait un projet d'identité pour un client qui s'appelle La Voiturière. Et leur but, c'était de permettre aux femmes, notamment qui sont seules ou qui s'y connaissent pas du tout en voiture ou qui sont pas accompagnées de quelqu'un qui est un peu expert en la matière, de trouver une voiture qui soit adaptée à leurs besoins et éviter toute arnaque ou autre auprès d'elles et les rassurer, etc. Et puis en gros, dans le service, tu avais plusieurs strates d'accompagnement. En fait, ça allait de qu'est-ce que tu veux exactement, on fait le bilan avec toi, ou tu sais déjà un petit peu ce que tu veux et on te trouve des voitures et c'est fini, ou on va derrière aller faire le contrôle de la voiture, nanana, etc. Le but là-dedans, et je trouve que c'est chouette parce que même si ça peut paraître contradictoire, mais avoir une voiture, c'est pas tip top en soi. Par contre, quand tu habites dans la Pampa et que tu dois aller travailler, il y a un moment où t'as pas trop le choix, ou du moins que t'as pas accès à des transports en commun facilement. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que là, tu as un vrai rôle du designer, tu vois, on en revient un petit peu à ça, de trouver une solution au problème. Je sais pas comment faire pour trouver une voiture. Bah attendez, on va vous trouver un service pour ça. Et toi derrière, tu fais leur identité pour les aider et tout ça c'est chouette. En fait, peu importe le projet que vous faites, pour moi, il faut penser aux impacts qu'il y a derrière. Ça peut être écologique, certes, mais ça peut être sociétaux, social. Ça peut être pour éviter l'isolement des personnes, pour la maladie, pour plein de choses, pour la mobilité. Et c'est des réflexions à avoir au quotidien. Et tu vois, je pensais à ça, mais je me disais, si je pouvais faire un projet éthique chouette, je me dis,
aujourd'hui, on utilise pas mal Yuka. Tu sais, c'est Ouais. l'application pour scanner tes produits et te dire est-ce que le produit est bon ou pas. Et je me dis que ça serait vraiment chouette parce que tu as un impact énorme derrière. Et pour l'exemple, il y a pas longtemps avec un pote, il ramène de la bouffe le soir, un plat préparé, tu vois, en plastoc, etc. Et une soupe, tu vois. Et du coup, je me dis, mais non, mais ton plat préparé, c'est mort, tu vois, ça va pas être, enfin, ça va pas être bon en termes de produits. Et là, tu te dis, bah, en fait, si, il a un excellent Nutri-Score. Donc, tu te dis, Ah ok, ouais. bon, c'est pas terrible en termes de déchets, mais Ouais. au moins la qualité est là. Et l'autre, c'est la soupe avec un packaging hyper sobre, noir et vert, tu vois, et qui t'inspire clairement confiance. Et là, tu scannes, enfin, ça a un Nutri-Score A, le truc, et tu scannes et tu fais 45 sur 100. Et là, tu fais, ah bah, c'est pas Ouais, terrible. c'est Et moi, chelou. j'aurais pas dit que c'était du A là-dedans. Du coup, qu'est-ce qu'ils mettent dans cette soupe pour que ce soit comme C'est ça? clair. Bah, énormément de conservateurs, de colorants et tout ce Ouais, que c'est tu veux. ça. Hein. Et c'est là où tu te dis que en fait, le packaging te biaise et en fait, Ouais. t'es manipulé par le pack. Donc du coup, la boîte n'est pas éthique, tu vois. Même si à la base, ils ont des fondements bio, éthiques, ce que tu veux. Ouais, exactement. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas très éthique. Et Bah, exactement, c'est le packaging, ça fait beaucoup dans la consommation d'un produit. ouais, Le packaging, tu vas plutôt prendre, là, comme tu disais, tu vois un truc beau, bah, tu te dis, bah, c'est bon, ça c'est bon, mais quoi. oui, Alors que tu vois un truc, je sais pas, seulement sous plastique, et bah, tu vas te diriger vers le truc un peu Mm. plus beau, etc. C'est comme sur les sites internet, au début, bah oui, ça vient de là, le design un peu plus éthique. Tu vas pas dire Oui, au consommateur tu vas pas afficher en gros un bouton acheter, mais tu vas ouais, laisser le consommateur faire sa vie sur son produit, quoi. Mais exactement. oui, oui, non. Pour dire que bah, le designer a sa place partout dans la société pour vendre des choses, pour enfin, Ouais. dans la vie d'un consommateur, quoi. Mm, mm. Ouais. Pour le coup, tu demandais comment est-ce que tu arrives à trouver des projets éthiques? Ouais. Là, honnêtement, ça fait un petit moment quand même que j'ai pas travaillé pour des causes éthiques Ok. directement. Pour le coup, oui, j'ai un autre projet aussi qui était pour ça s'appelle Mini Studio. En fait, c'est une fille qui est venue me contacter toujours sur Insta ou Behance, je crois. Ouais. Et en fait, elle me disait, bah, moi, j'aimerais bien créer une série audiovisuelle. Ok. Et du coup, balancer un dossier de prod pour des organismes type le CNC ou se faire acheter par Netflix ou autre. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est juste des environnements un peu concept art en 3D dans mon style, donc pas forcément l'image qu'on se donne du concept art, Ouais. mais pour donner des idées d'ambiance, en tout cas, pour que la série puisse se faire acheter, et puis pour visualiser comment est-ce que ça se passerait, construire les décors par la suite. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que cette série-là, elle a pour but de faire en sorte que les enfants acceptent leur propre créativité et Ok. s'acceptent les uns les autres. Et en fait, Trop un peu bien. de déconstruire tout ce qui est dit et de c'est beau, c'est pas beau. En plus, on sait que les enfants, quand ils sont petits, ils sont pas toujours très gentils entre eux. Et du coup, cette série qui est adressée à ce public-là, au public des enfants, avait ce but-là. Et je trouve que c'était aussi un projet un peu fun. C'était l'année dernière, c'était en décembre. Ok. Et c'était assez chouette. Et ça Donc, donne quoi maintenant? Du coup, c'est monté sur le projet ou... du coup, j'ai pas encore eu de nouvelles parce que on a rebossé un petit peu là-dessus pour une petite scène Ouais. en juillet, je crois. Et Mhm. j'ai pas encore eu de nouvelles de si le projet, elle a réussi à le faire acheter euh, par un producteur. Donc, mais je prendrai des petites nouvelles là-dessus parce que c'est vrai que c'est un super beau projet en fait. Ouais. Et de commencer dès le plus jeune âge à inculquer de belles valeurs, c'est très important aussi. Ça fait partie de l'éducation. C'est clair. Donc c'est chouette. Mais après, tu dis que en ce moment, t'es pas sur des projets perso, sur des projets éthiques, etc. Mais même dans Ouais, tes projets perso, t'essayes d'en avoir, enfin, ouais, de te ramener là-dedans. Et ouais. tu penses tout le temps un peu comme ça, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Bah ouais, et puis en plus, moi, enfin, dans mon travail, on peut le voir dans mes projets perso, il y a quand même beaucoup de nature. Ouais, Beaucoup. C'est quand même full nature. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup aussi avant de faire un projet. Et du coup, j'en sors pas assez, en tout cas de manière perso. Et ouais, là, j'ai plein de petites idées et ça sort pas encore, mais
mais ça va venir c'est de l'énergie, quoi, après, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est important de faire des projets perso parce que en fait, ça te donne une dynamique, ça te donne une motivation et ça t'anime en toi-même et c'est trop important. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de projet perso, de projet éthique, pardon. Par contre, là où moi je trouve que j'arrive à me retrouver, c'est avec le fait de donner des cours. En fait, enseigner, intervenir dans les écoles, je trouve que c'est hyper fort. Ça peut être dans des cours comme j'ai pu donner de design éco-responsabilité, où le but c'est de leur apprendre à s'informer, se questionner, déduire des solutions, etc. Mais c'est aussi même en fait juste de leur apprendre des choses. Et même si moi je suis pas la plus grande experte du monde du design, loin de là, mais en tout cas de contribuer à former des gens. En fait, je trouve que c'est hyper chouette. En plus, j'adore ça, vraiment. J'adore. J'adore mes étudiants. J'ai trop envie de les pousser, qu'ils soient les meilleurs possibles, mais dans un bon mood. Ouais. Et ça, je trouve ça fou. Et là, bah, tu vois, récemment, ça fait 2 mois maintenant, j'ai accepté le poste de référente motion en fait pour les 4e et 5e années, pour les masters, dans une école qui s'appelle IARTUP. Donc moi, je suis sur le pôle de Nantes. Okay. Et je trouve ça chouette de les suivre, tu vois, de leur trouver des bons intervenants, de faire en sorte que tout se passe bien pour qu'ils arrivent à sortir de l'école le mieux préparé possible. En fait, c'est vraiment ça. Tu fais en sorte que la piste de décollage, elle soit la plus parfaite possible pour que eux, derrière, ils puissent s'envoler tranquillement dans la vie pro. Et là, tu vois, par exemple, c'est pas vraiment un projet éthique en soi, tu vois, mais c'est là où moi je m'y retrouve aussi. Bah, tu fermes le futur de demain, quoi. Tu fermes les designers de demain, du coup, ça a une importance quand même aussi. C'est un impact quand même sur des personnes directement. Donc, et c'est là où en fait tu as vraiment un échange qui se crée aussi et de dire mais là tu te rends compte que ce que tu mets en place, ça a aussi des sous-entendus qui sont pas toujours tip-top ou pas toujours, en fait, on se rend pas toujours compte de ce qu'on fait. Et là, du coup, il faut ah ouais, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Et en fait, t'as pas forcément besoin d'être intervenant pour te rendre compte. C'est juste une personne extérieure qui va regarder et qui va se dire oh! Et puis même, tu vois, je leur donne des petits sujets qui sont liés à ça, liés à l'éthique et à l'environnement, notamment en illustration. Tu vois, et ça, c'est trop bien. Bah ouais, c'est sûr. Je plus sois. Mais tout ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment ancré dans la nature profonde de chaque personne. Moi, je sais que j'aime beaucoup aider les gens. Ça a toujours été, en fait, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça se raccroche du coup à des idées dans le social, dans le sociétal, dans l'environnemental et aussi dans l'éducation, du coup. Et en fait, si vous avez cette toute petite sensibilité qui est au fond de vous et que vous savez pas toujours comment l'exploiter, que c'est presque parfois une petite frustration, en fait, il faut juste trouver le moyen de bien l'exprimer et hop, et vous faites des choses incroyables, quoi. Enfin, en tout cas, c'est chouette. Oui, c'est ça. Après, il faut se donner les moyens de le faire. Il faut avoir l'envie et tout ça. Et oui, quand on a l'envie, bah, faut les faire. Il y en a parfois, qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leurs idées. C'est dommage de ne pas essayer au moins de le faire. Complètement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton process, toi, dans ces projets-là comment, tu nous en as parlé un tout petit peu, mais comment est-ce que tu accompagnes ton client là-dedans Tu nous as dit, par exemple, là, pour le projet de la rose, qu'il t'avait donné le script, la musique, mais est-ce que parfois, toi, tu dis, est-ce que ce serait bien d'avoir peut-être cet angle-là, si on parle de ça, etc. Ouais, carrément. Et ben, en fait, c'est exactement ça, c'est qu'autour le premier projet pour Alzheimer, eux, les sujets étaient tellement profonds et impactants qu'ils voulaient travailler ça directement avec le client aussi. Donc, en fait, des fois, t'as aussi ce côté-là où les choses sont préparées en amont et toi, t'arrives après la bataille. Et du coup, le script était déjà écrit, la chanson choisie, enfin les sons choisis. Et autant quand j'étais à Black Mill pour le film Lundbeck, du coup sur la dépression, c'était hyper intéressant parce qu'en fait on avait carte blanche, quoi. On avait on a eu un gros brief sur la dépression et sur ce qu'il voulait aussi dire ou ne pas dire
dans le sens ne pas dire que... Enfin, dire qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens qui sont en dépression de oh, ça va, c'est qu'un petit coup de mot, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, c'est une vraie maladie, que quand on a des problèmes de cœur, et ben, on va voir un cardiologue. Et ben là, c'est pareil, quand on a des problèmes de santé mentale, et c'est pas grave. Il n'y a rien de mal à ça. Et ben, du coup, on va voir des personnes qui sont professionnelles dans ce domaine et qui vont t'aider. Et là, en fait, on avait fait toute l'écriture du script avec Johan Frank et Romain Dijon. Toute cette recherche, elle était chouette parce qu'après, ça déclenche forcément les phases, on va dire, un petit peu plus terre à terre de storyboard et d'images. Et du coup, en fait, il faut vraiment bien comprendre le sujet pour bien le traduire graphiquement. Et du coup, tu facilites la diffusion du message qui a pour but, du coup, de sensibiliser la population. Il y avait un autre film avec Black Mill où j'avais rapidement donné un coup de main. C'était avec Jules Guérin, qui était à ce moment-là à Black Mill. C'était la Ligue des droits de l'homme. Et donc Jules était sur la direction artistique et l'animation. Et à un moment, j'ai vraiment filé un coup de main très rapide sur le projet. Ouais. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte à quel point il faut constamment mettre en lien ta culture générale ou la culture générale du plus grand nombre. Donc, c'est pas la même chose. Et l'objectif, c'était qu'une petite fille de 8 ans puisse comprendre en une image ce qui se passait, et une petite fille qui ne sait pas forcément lire ou écrire quoi, de n'importe quel pays. Et c'était hyper chouette. Et le film était hyper beau, il a reçu des prix, enfin, tu vois, c'était vraiment... C'est quoi le projet déjà c'est la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme. Ouais. Okay. Et c'était vraiment chouette. Il y a eu plusieurs films qui se sont faits. Et c'était fou. C'était vraiment fou. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Et t'étais arrivé à quel moment pour ce projet-là, du coup C'était avant l'animation. Du coup, j'étais arrivée pour les phases de still frame et j'ai dû faire 1 ou 2 still frames, tu vois. Mais c'était chouette. En fait, le script était déjà rédigé aussi pour le coup. Et c'est chouette d'arriver à différents stades, tu vois. Autant la toute première fois, c'était design et animation. La deuxième, c'était que le script. Et la troisième, c'était du coup un petit peu d'image, un petit peu de design. Et enfin, c'est chouette aussi. Et puis, c'est hyper enrichissant aussi de travailler en équipe quand c'est comme ça. Parce que t'as un échange fou. Je trouve ça pas mal comment tu me racontes, parce que ça fait un peu... T'arrives à te détacher du projet, du coup, tu vois. J'ai l'impression. Tandis que quand tu vas travailler tout seul, bah, c'est... Tu le prends vraiment comme ton bébé, entre guillemets. C'est ça. T'auras moins... tu donneras moins peut-être d'importance à la critique ou d'autres choses comme ça. Tu vas moins l'accepter. Ouais, il y a moins de flexibilité. Et en fait, là où ça aussi, tu l'apprends notamment en studio, je trouve, c'est parfois à te dire... parce qu'en fait, on a tous envie que nos films soient super. Mais parfois, est-ce que c'est super que pour toi, ou est-ce que c'est toujours super pour le film, tu vois. Et pour moi, les meilleurs designers, on va dire, c'est ceux qui pensent toujours d'abord au film. Et ça veut pas dire que c'est le client qui a raison. C'est d'abord, on fait tout pour le film, en fait. On fait tout pour le message à délivrer et rien d'autre que ça. Et ça, c'est chouette. Ok, moi j'avais une question tout autre, mais est-ce que tu es rémunéré du coup pour ce genre de projet-là, ou est-ce que tu fais des gestes un peu parfois là-dessus? T'es pas obligé de nous le dire vraiment de combien tu fais le geste, mais est-ce que ça t'arrive d'en faire parfois parce que tu as vraiment envie de participer là-dessus ou pas? Ouais, carrément. En fait, ça m'arrive souvent de faire des gestes. Après, ça dépend. En fait, ça dépend forcément de qui est le commanditaire. Si c'est une asso, c'est toujours différent de si c'est, tu vois, si c'est un pro ou autre. Je trouve que ça change beaucoup les choses. Pareil, il faut faire attention, toujours dans le côté éducation du client, le fait que ça, c'est vraiment pour tous les projets, pour le coup. Je veux toujours qu'il y ait une implication à 100% des deux côtés, tu vois. En fait, que ce soit pas... bon, bah voilà, je vous demande ce film, allez, ciao, je reçois le film par la poste et entre-temps, je vous laisse gérer le truc et en fait, non, un film, ça se co-construit, en fait. Enfin, même un projet de communication, c'est à deux. C'est un bébé, bah, ça se fait à deux. Du coup, ça, je trouve que c'est hyper important. Il y a le côté aussi où le petit geste, c'est hyper important pour comprendre l'aspect pro, que les retours soient pas illimités, parce que sinon tu t'en sors plus et ça devient plus agréable pour personne.
Ouais. Donc ça, c'est super important. Et puis qu'on comprenne cette notion-là et que le travail soit toujours respecté, respectueux et respectable. Voilà. Et puis aussi, parfois, on peut faire un peu des trocs, tu vois. C'est pas forcément toujours de l'aspect financier, mais on peut faire des trocs et je trouve que c'est bien parce que c'est un peu le système que moi je reproche un peu à la société, notamment en France, c'est que du coup on n'a pas cette notion de on vit tous ensemble et on doit tous pour le bien commun faire des choses, tu vois. Et ça, je trouve ça important. C'est là où, en fait, il n'y a pas de notion de gratuité dans la vie. Il n'y a jamais rien qui tombe sans rien. Tu peux pas te nourrir sans rien. Enfin, après, il y a des cas spécifiques, hein, bien sûr. Mais en fait, on doit. C'est nous-mêmes qui alimentons notre vie. Bah là, c'est un peu la même chose. On alimente tous nos choses et il n'y a rien qui tombe tout seul et qui arrive par magie. Il y a une personne qui s'appelle Maxime Pérez, du coup, qui était en fait l'ancien gérant de Soneo et qui est le gérant du coworking où je travaille, qui s'appelle Jeannette. Et lui, il travaille beaucoup avec les assos. En fait, là, il a décidé d'arrêter sa boîte pour se mettre à 100% pour le milieu soit associatif ou en tout cas environnemental pour faire des films qui ont du sens. Et du coup, c'est assez intéressant d'échanger avec lui autour de ça parce que il explique qu'il faut aussi bien comprendre le système, l'écosystème en tout cas associatif. Et du coup, tu as ce côté où lui, par exemple, c'est bête, mais des fois, il va mettre à disposition les locaux du coworking pour que des personnes puissent faire des interviews, tu vois. Juste, en fait, l'environnement. Et des fois, c'est pas toujours pécunier, tu vois. Et ça fait partie, je trouve, tu contribues un petit peu à faire l'émergence de certains projets, quoi. Oui, c'est important. Et c'est chouette. Mais du coup, moi, j'ai pas encore travaillé avec des associations. C'est quoi vraiment la différence? Tu as une grosse différence de process quand tu travailles avec une boîte ou une agence ou pas? En fait, ça dépend toujours de la structure de l'asso. T'as des assos qui sont un peu freestyle et t'as des assos qui sont très carrés. Donc, quand c'est très carré, ça se rapproche énormément du milieu pro. Quand c'est un peu freestyle, du coup, ça se rapproche du milieu particulier. Et tu vois, moi, je pourrais jamais travailler avec des particuliers, tu vois, en tant que, je sais pas, coiffeuse ou autre type de commerce, je pense, parce que t'as un côté où il y a de l'impatience, il y a de la non-compréhension, alors que quand t'es dans le milieu pro, tu sais que on fait pas ça pour rigoler et que c'est pas oui, effectivement, les choses elles coûtent de l'argent, mais c'est comme ça. Il faut, tu vois, tu vas au restaurant, par exemple, ça c'est le meilleur exemple que moi je pense que je ne ferai jamais. C'est que tu vas au restaurant et en fait, les gens qui viennent, tes clients, ils peuvent se plaindre pour ci, pour ça, nanana. Ah bah c'est cher, ah bah nanana. Oui, mais en fait, c'est cher, mais c'est pas que le plat, en fait. C'est aussi le coût de la structure, le coût de l'énergie, etc. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois ça, dans le côté pro, on le comprend. Et dans le côté particulier, bah, en fait, tu le comprends un peu moins. Et c'est un peu là où, tu vois, l'asso qui peut être moins structuré, ça peut tendre un peu vers ce côté-là où c'est ah oui mais c'est bon, tu peux bien faire ça, tu vois. Et c'est là où il faut faire attention. Et je pense pas que ce soit, enfin c'est vraiment une question de personne plutôt que de structure. Parce que en fait tu te rapproches du côté particulier et t'as des particuliers qui sont géniaux, mais t'as aussi parfois des choses qui sont un peu moins sympas. Encore une fois, bien éduquer son client. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment le cœur des choses pour n'importe quel type de projet. Et pareil, peut-être que des fois, c'est juste une mise au point, mais dès le départ, qui permet de bien structurer le reste de la prod, quoi. C'est trop, trop important. Ok. Est-ce que on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode? Est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit ou est-ce qu'on est bon pour toi? Pour moi, on a dit quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup aussi d'exemples à se dire ok, comment est-ce que tout fonctionne. Après, on peut pas être non plus partout. Il y a un moment où le cerveau, il faut l'alimenter, mais il faut aussi prendre du recul et se poser en fait.
moi, c'est des questions qui ne viennent pas tous les jours. Je ne me pose pas tous les jours des questions. Mais en tout cas, souvent, mon mood aussi de réflexion, c'est aussi à travers les livres, énormément. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. En fait, quand j'étais petite, je lisais énormément de livres. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai beaucoup geeké aussi. J'ai eu la période de geek, la période de beaucoup de sorties, etc. Quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment avec le design, je suis retombée dans l'amour des livres. De la lecture. Et il y a plein d'histoires, en fait, justement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est dès qu'il y a un côté humain, une dimension humaine, de se questionner envers d'autres pays, comment ça fonctionne, etc. Là, tu vois, je suis sur c'est pas une sorte de trilogie, mais en tout cas, c'est 3 livres d'une même autrice ou auteur qui du coup parle de pays, par exemple, quand tu es en Inde ou quand tu es réfugié politique. Et tu vois, là, actuellement, c'est un livre qui s'appelle Les Victorieuses, où tu as toute un historique sur l'armée du salut, en fait, qui a été mise en place en Angleterre, qui sont arrivés, etc., à Paris. Et en fait, tu as des énormes bâtiments qui sont magnifiques. Il y en a un qui s'appelle le Palais de la Femme, qui a été acheté par l'armée du salut pour accueillir plein de femmes et se rendre compte que tu as des femmes à cette époque-là. Enfin, il y a aussi toujours ce problème-là, mais en fait, les femmes qui sont en marge. Donc, soit parce qu'elles ont été exilées politiques, qu'elles ont dû abandonner un enfant pour en sauver un, parce qu'elles pouvaient en sauver un qu'en traversant le continent, tu vois. Enfin, en fait, t'as toute cette dimension où tu réfléchis sur ce qui t'entoure, mais aussi tu t'ouvres, en fait, et tu te dis qu'il n'y a pas que chez toi, ni que chez ton voisin, en fait. Tu sais, toute la population du monde entier. Et puis, se rendre compte des choses, en fait, se rendre compte de la réalité des choses. Se dire que, tu vois, nous, on a un système de soins en France qui est exceptionnel, mais que dans les Comores, donc Mayotte, etc., eux, c'est toute la famille qui réunit tout l'argent pour envoyer une personne se faire soigner d'abord à La Réunion, parce que c'est un territoire français, puis ensuite, qui, dans la plus grande des chances, et l'Eldorado, ce serait d'arriver en France et de pouvoir y rester, y vivre, tu vois. Et eux, c'est vraiment des situations de nécessité. Et c'est là où, tu vois, en fait, c'est un peu la culture générale, peut-être de la culture un peu humaine ou humanitaire, mais... avoir une certaine sensibilité par rapport à ce qui se passe au monde et pas regarder que ce qui se passe en France. Parce que c'est vrai que, entre guillemets, ça dépend de tout à chacun aussi, mais on est assez privilégié en France. Que quand tu vois d'autres pays, c'est autre chose. Les gens vivent autre chose. Et c'est vrai que la littérature ou même les films, etc., ça permet, ou des documentaires, ça permet de juste voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Et c'est ultra important. Et même les informations parfois, même s'il ne faut pas tout le temps regarder la même chose. Il faut trier. C'est ça, il faut trier. Mais ça permet de se rendre compte ce qui se passe dans le monde. Et je pense que c'est important dans la société dans laquelle on est de se dire ok, il se passe ça là-bas, pourquoi, comment, et pourquoi on en est là aussi aujourd'hui, nous, quoi. Ouais, complètement. C'est ça. Ok, est-ce que tu as des références à nous partager? Carrément. Alors, déjà, il y a les 2 films dont j'ai parlé. Donc, il y avait Lundbeck sur la dépression, parce que ça, il faut absolument le voir. Il y a La Ligue des droits de l'homme. Il y a eu plusieurs films. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Et ceux-là aussi, il faut vraiment, vraiment les voir. C'est beau, c'est chouette. Enfin, vraiment, c'est top. Il y a un film qui s'appelle Beyond Conflict Foundation, et très, très intéressant aussi. Et un de mes studios préférés qui s'appelle ILO TV. Ils ont fait 4 épisodes sur Edna. Et en fait, c'est très intéressant. Eux, ils sont plus sur le côté environnemental. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est d'une beauté par la simplicité de leur design. Enfin, eux, en fait, c'est vraiment la boucle qui se boucle. Ils sont dans le minimalisme, dans leur travail et dans la manière de faire des messages. C'est vraiment top. Ça reste assez poétique aussi, comme ils le font, tout ça. Complètement. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et il y a un dernier registre, c'est celui de la religion, avec Ordinary Folks, qui est avec J.R. Kennest, si vous connaissez, qui est quand même assez connu. Moi, c'est pas mon dada, cette partie religion, mais je trouve que c'est un très beau film et que la religion, ça aide aussi beaucoup de gens.
à guider un peu leur vie, peut-être certains chemins de pensée, etc. Ouais. Et à partir du moment où ça aide, je trouve que ça rentre dans le design éthique. Donc, Ouais. et puis en plus, c'est un film très très beau. Et en fait, eux, Ordinary Folks, ils ont beaucoup quand même cette ligne religieuse qui entre dans leur concept, dans les concepts graphiques qu'ils peuvent établir. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est un truc de nord-américain ou je sais pas, tu vois, que ça Alors eux, influe peut-être un peu plus. Ils sont sud-américains en plus. Ils sont pas du Canada? Non, c'est... Ah, je pensais. Okay. Je crois pas. Autant pour moi. Pour moi... Attends, on va vérifier ça. Vérifions. Ah bah si, mais tu as complètement raison. Et ben voilà. Il est Vancouver-based. Ah bah, tu vois, moi peut-être je pensais vraiment qu'il travaille un peu partout, hein, je sais pas. Ah, et ben en fait, c'est que d'origine, il est de Bolivie. Donc finalement, on a tous les deux raison. C'est ça. Non, mais ouais, tu vois, je pense que c'est plus imprégné. Et je sais pas si un jour on verra ça aussi en France, qu'un lobby de religion mette autant d'argent pour faire quelque chose comme ça. Ouais. Et ce sera peut-être un peu moins bien perçu que dans Nord-Amérique, je pense. Parce que c'est pas du tout la même culture. Enfin bon, bref, c'est des trucs qui divergent. Non, mais c'est pas non plus dans ce débat-là. Moi, j'avais des petits trucs à partager aussi, mais c'est peut-être pas sur l'écologie ni sur le motion, mais j'ai maté la série il y a pas longtemps de Tokyo Vice. Ah ouais, j'ai lu le livre. Ah, c'est vrai? C'est trop bien. Et c'est fou, hein. C'est... Ouais. Bon, la saison 1 ne termine pas l'histoire, donc me spoil pas, s'il te plaît. Ok. Mais il faut absolument que je la mate, parce que vraiment, c'est fou. Bah ouais, c'est trop bien. Je sais pas si ça reprend ou s'il y a vraiment beaucoup de choses imaginées dans la série, tu vois, je pense un minimum. Mais en gros, c'est l'histoire d'un journaliste qui rentre dans des conflits de Yakuza, quoi. Entre la police et les Yakuza. Trop bien, quoi. Le générique est pas mal aussi à voir. Carrément. Et c'est trop bien. En fait, il y a eu ce livre-là et il y a eu un autre livre du même auteur, du coup Jack Aldenstein. Ouais. Et en fait, c'est le dernier des Yakuza. Et du coup, c'est vraiment la suite. Et ça reprend on va dire un perso. Et de comprendre comment est-ce que lui, il a vécu les choses en interne. Enfin, tu vois, toute sa vie. Et c'est hyper intéressant parce que pareil, là, t'as des codes d'honneur, t'as tout ça, t'as la mafia, mais en même temps, la mafia, elle est là pour protéger, mais en même temps, en fait, c'est un peu c'est clairement de la manipulation. Ouais. Et tu vois aussi comment aujourd'hui, en fait, ça s'est complètement effondré, la mafia des Yakuza, pour certaines personnes, tu vois. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est basé sur des faits réels, c'est bien ça? Ouais. Lui, il était vraiment journaliste, du coup. C'est ça qui est ouf, tu dis, putain, il a vécu ça pour de vrai. Ouais, c'est fou. Et j'avais aussi Cyberpunk, que j'ai vu il y a pas longtemps. Qui est pas mal. Le générique, j'avais bien aimé. Et je sais pas, il m'a inspiré pour un projet de mettre des grosses typos à un moment. Et du coup, voilà pourquoi je partage ça. Mais je sais pas si tu l'as vu, mais elle est pas mal. La série? Ouais, si, j'ai vu. Et à la fin, j'ai même pleuré. Hein, c'était trop triste. C'est vrai? Non, mais en plus, c'est super beau. Et pareil, tu vois, en fait, c'est aussi un peu lié au jeu Cyberpunk. Et t'as vraiment cette dimension politique qui est ultra forte. Et là, c'est trop intéressant de comprendre comment ça fonctionne et même, et c'est super beau aussi, c'est magnifique. Cette série, elle est incroyable, quoi. Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont vraiment bien. Et t'as un clip aussi qu'ils ont sorti à côté qui est un peu différent. Je sais pas si tu l'as vu. Et je trouve que l'animation dans Cyberpunk, bon, c'est vraiment pour chipoter, parfois elle est un peu moyenne, tu vois. Ouais. Mais dans le clip, franchement, ils se sont donné les moyens et c'est quasiment du frame par frame. Tu fais, là, ça c'est autre chose. Donc ouais. Et ouais, c'est un peu du Akira plus, quoi. Enfin, un peu différent. Néo Akira. C'est ça. Donc ouais, non, vraiment bien aussi. Donc voilà. Et dernière question, est-ce que tu avais quelqu'un que tu aimerais voir dans un prochain Motion Meet? Carrément. Du coup, précédemment, j'ai évoqué Jules Guérin. Et ce serait vraiment top de l'entendre ici. C'est une personne qui a une vraie réflexion intéressante, mais aussi un point de vue artistique et culturel qui est fou. En sachant qu'il a fait pas mal d'allers-retours entre la Bolivie et la France, parce que... Il a rencontré J.R. Knest ou pas? Et je ne crois pas. Mais par contre, il a travaillé chez Plenty.
Ah, pas mal, ok. Et ça, c'est cool. Et en fait, du coup, il a rencontré sa femme en Bolivie et du coup, ils alternaient aussi. Donc, t'as ce côté un peu mobilité, choc des cultures, tu vois, qui est assez fou. Et il a vraiment, enfin, c'est un gars super adorable et super intéressant, tu vois. Ouais. Non, bah, trop bien. Bah, j'essaierai de le contacter du coup. Carrément. Bah écoute Marine, moi j'ai plus de questions pour toi. Ça Mais merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était très cool de te recevoir encore une fois. Bah merci à toi. Et puis, carrément, il faut que tu continues ce que tu fais parce que tu vois, ça aussi, ça fait partie du côté où on se dit ok, je vais faire un truc et je vais aller jusqu'au bout. Et je trouve que les podcasts, c'est aussi très très chouette. Et du coup, faut continuer. Ça fait partie cool. des projets perso, tu vois. C'est essayer de voir jusqu'où ça va. Et puis voilà. Yes. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis je te dis à la prochaine. Ça roule, à la prochaine. Salut. Ciao. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un commentaire.